Hello Free Books numéro 3. On va voir aujourd'hui des livres gratuits que j'ai trouvés aux encombrants puisqu'on est allé ce dimanche. Et donc il y avait des livres qui étaient pas mal. Donc là j'ai Pearl Buck. C'est une américaine que je connais pas, que j'ai envie de découvrir, Pavillon de femmes. Ça m'a l'air sympa. On va peut-être voir un résumé sur internet puisque derrière il n'y a pas de résumé. C'est un livre au format poche. Édition livre de poche, donc nous avons ici pas loin de 105 pages. Donc c'est un vieux livre qui date de quand déjà? Parce qu'il n'est pas tout jeune, hein. Au départ il a été édité aux éditions Stock. Et là je sais pas combien de pages on a, quelle date c'est? Oh, je pense que je vais tout poser là, pourquoi je les tienne. Il n'y a pas de date, c'est dingue. Ah si, 73, donc c'est assez âgé quand même. Hein. Il a plus de 40 ans quand même. Donc ici, ça parle. Dans la Chine d'autrefois, le seul rôle dévolu aux femmes de riches était celui d'épouse et de mère. Ce rôle, la fine et intelligente Eliane Wu ne le supporte plus. Pour y échapper, elle servira très adroitement des traditions, celles-là même, qui l'avaient liée pendant si longtemps. C'est assez particulier, bon on verra bien, en tout cas j'ai envie de le découvrir quand même. Ensuite j'avais un autre livre d'elle aussi, donc c'est celui-ci, Pearl Buck, c'est une trilogie, La Terre chinoise, pareil, on est encore en Chine. Premier roman d'une trilogie qui retrace de façon magistrale la vie et les mœurs de la Chine au XIXe siècle. La Terre chinoise est dominée par le personnage d'Olène, laide, taciturne et courageuse, tout entière dévouée à son devoir. Admirable personnage de femme au silence héroïque et à l'abnégation totale. Un grand roman, une figure inoubliable. Donc, normalement, La Terre chinoise comprend 3 livres. Le premier, donc La Terre chinoise. Deuxième, Les fils de Wang Lung. Et le troisième, La famille dispersée. Nous sommes ici à peu près à 500 pages comme le précédent. Et je pense que ça doit être pareil. Il a eu d'ailleurs le prix Nobel en 1938 pour ses œuvres. Et ici, nous avons combien de pages? Quelle année c'est? C'est dur à voir l'année à chaque fois, mais je pense que ça doit être pareil, les années 70. Bon, il n'y a pas d'année, tant pis. Je pense que ça doit être les années 70. En tout cas, le livre, il a bien souffert, mais j'ai envie de découvrir ces 2 bouquins. Puis on va voir ici Homo Faber de Max Frisch, pareil, envie de le découvrir, je ne connais pas du tout, aux éditions Folio, plutôt en bon état général. Bon, on voit qu'il est assez âgé, mais il est plutôt bien conservé. On est à peine à plus de 250 pages, ben là, il va être moins bien conservé puisqu'il vient de craquer. Je l'ai à peine ouvert, hein. Ça y est, j'ai cassé le dos, génial. 250 pages, c'est tout petit en écriture, oh, c'est dommage, il a vraiment bien craqué. Oh, je n'aime pas du tout les livres collés. Putain, il est vieux, je pense. 92, l'année 92, bon. Traduit de l'allemand par Philippe Pillod. Walter Faber, ingénieur, voyage beaucoup, au service de l'UNESCO. Il raconte sa vie, ses aventures, ses voyages, la manière d'un technicien dans un style précis. Pourtant, à travers ce langage dépouillé, une autre vie s'impose, qui ne se réduit pas à des chiffres ou à une série de coïncidences que l'on prendrait bien pour le destin. D'ailleurs, la couverture, elle interpelle. Au cours de ses voyages, Faber rencontre 3 femmes, aussi différentes entre elles que les visages différents qu'il leur montre. Un roman plein d'entrain et de péripéties qui montre l'impuissance de l'homme de la civilisation moderne. Ça donne envie de découvrir quand même. Je ne sais pas si c'est un classique peut-être. Enfin, à voir. Je le connais pas en tout cas. Orhan Pamuk, La vie nouvelle. Je vous avoue, dès que j'ai vu le livre, je me dis non, ça c'est pas pour moi. Ça va être un truc dur à lire. Ça va être compliqué, mais j'ai l'impression que c'est très intéressant. Donc Folio. Ici nous avons... Oh bah tiens. Nous avons un ticket. Cabine non fumeur. 19 mars à 17h55 à Bordeaux-Paris. Air France. Mais on n'a pas l'année. C'est marrant. 443 pages, plutôt en bon état général. Traduit du turc par Munever Andak. Un jour, j'ai lu un livre et toute ma vie en a été changée.
Osman, le jeune narrateur, est bouleversé par la lecture d'un livre mystérieux. Il est amoureux de Canan, qui, comme lui, cherche à comprendre les secrets du livre. Mais Canan aime Mehmet. Lorsque celui-ci et la jeune fille disparaissent, Osman part à leur recherche, comme à la quête de la vie nouvelle promise par l'ouvrage qui l'obsède. Pendant ces années d'errance à travers la Turquie profonde, Osman reste animé du même amour fou et du même espoir, jusqu'au jour où il comprend que ce monde nouveau tant désiré n'est peut-être rien d'autre que la mort. Il m'a l'air très intéressant quand même, donc j'ai envie de découvrir. Je pense que ça va être assez compliqué aussi, dans le sens, c'est pas tout gai, mais bon. Puis, j'ai encore un vieux livre, Régine des Forges, Sous le ciel de Novgorod. Je vous avoue que là, ce qui m'a interpellé, désolé pour les reflets, ce qui m'a interpellé, c'est la Russie en fait. Novgorod, c'est une ville russe, et le livre, il est en super bon état pour son âge. Donc, celui-ci, il date des années, je sais pas quand. Nous avons ici pas loin de 400 pages. Il date aux éditions Fayard précédemment, donc 1988. Il était une fois une princesse russe nommée Anne. Elle épousa un roi de France, Henri. C'était il y a fort longtemps, en 1051. Une turbulente saga russe où ne manque aucun des ornements du grand roman historique à la Walter Scott, chevauché dans la neige, horde de loups, monceau de fourrure, princesse ardente et trahie, dame d'atour, roi tiraillé entre les exigences de la politique et d'innombrables pulsions physiques, non moins impérieuses. Et donc là, c'était notre avis d'Irène Frein, Paris Match. Et puis on a un avis de Françoise Ducou, elle. Du coup, ça nous fait un résumé en fait. Aventure, amour, contrarié, rivalité sanglante, sabbat, deux sorcières à l'ombre des cathédrales. C'est le grand chambardement des armes et de la fatalité tel que les aime Régine des Forges. Et puis on a un avis de Lepoint LT. Belle princesse, trouvère enchanteur, chevalier au masque d'argent, moine paillard, messe noire, adoubement, couronnement et bataille, et de l'amour comme on l'aime en tout temps. Et traversant intact ce morceau d'histoire, la dame venue de loin habitait tout au long du souvenir poignant des clochers bulbeux de Novgorod. Donc c'est une saga alors. Et c'est une saga qui comprend quel livre? Et de combien de livres? Je ne sais pas. On commence par la poésie de Pouchkine, 1825. Le désir près de toi me brûle de sa fièvre. Du feu de tes regards, mon cœur est consumé. Baise-moi, mon amour, le baiser de ta lèvre est plus qu'un vin de graisse et doux et parfumé. Maintenant, immobile à mes côtés demeure, afin que sur ton sein je dorme jusqu'à l'heure où de la sombre nuit triomphera le jour. Penche-toi sur mon front, que ton souffle m'effleure. Oh, que je t'aime. Et toi, m'aimes-tu, mon amour? Très mignon. Bon, écoutez, à découvrir. Ensuite, on a un livre un peu plus récent, beaucoup plus récent même, Les filles de l'ouragan, Joyce Maynard, aux éditions 10-18. Donc ici, nous sommes pas loin, un peu plus loin de 350, un peu plus que 350 pages. Donc New Hampshire, 1950. Née le même jour, dans le même bourg, dans des familles que tout oppose. Ruth, beauté exaltée à l'âme d'une artiste, l'androgyne d'Anna, l'esprit terrien, si dissemblables et pourtant, chacune lutte pour exister dans un monde auquel elle ne se sent pas appartenir, et leur destin sans cesse se frôle, jusqu'au jour où un secret inouï bouleverse leur vie. Je pense que ça va parler des jumelles qui ont été échangées ou abandonnées. Enfin bon, je pense que ça va être un peu dans ce style-là. Mais moi, j'aime beaucoup ce type d'histoire. Traduit de l'anglais États-Unis par Simone Arous. Donc ici, on a un avis de Astrid Elliard de Le Figaro. Les filles de l'ouragan qu'on lit d'une traite, charmées par la magie qui émane de la prose simple de Ménard, avancent comme un train dans la nuit. Écoutez, ça donne envie. Après, je suis très lente au niveau de lecture. Mais j'espère avancer au plus vite mes lectures afin de pouvoir vous partager mes avis de lecture parce que j'adore ce que je suis en train de lire. En général,
que je lis en général, mais ce que je suis en train de lire, j'aime un petit peu moins. C'est toujours la saga de Fleurs captives là que j'essaie de terminer. Il me reste la moitié du livre, même plus. J'ai hâte de le finir. Puis une fois, j'ai lu Colette la chatte et j'ai bien aimé. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo audio, donc lecture audio, que vous trouverez sur ma chaîne. Et là, j'ai aussi Colette, donc La maison de Claudine, que j'ai envie de découvrir. Apparemment, c'est un livre assez connu et on parle bien de ce livre. Donc c'est une ancienne édition de 157 pages, 1960. En 35 chapitres chacun, constituant une nouvelle, Colette fait revivre avec un rare bonheur dans ce livre de souvenirs son enfance heureuse, sa famille et surtout sa mère, la merveilleuse Sido, tant aimée. Les bêtes, elles aussi, dont Colette parle mieux que personne, font partie intégrante de cette maison qui devient, grâce au génie de l'auteur, une maison inoubliable. La maison de Claudine, œuvre sensible et mouvante, est une des plus belles de ce grand écrivain. Peut-être que je lirai aussi en ligne, qui sait. Et puis comme ce sont des histoires, hein, je pourrais le faire comme je le fais avec Guy de Maupassant par exemple, avec Pierre Bellemare, vous en mettre une histoire tous les soirs, tous les matins, peu importe, voilà. Donc je pourrais avancer comme ça plus rapidement mes lectures. Puis nous avons Hermann Hesse, Démien. C'est un roman en Bibliothèque Cosmopolite Stock. Je ne l'ai jamais lu, Hesse, mais il me parle. Je pense que c'est un écrivain connu. On est ici à même pas 230 pages, mais je n'aime pas trop cette présentation et le livre, je pense qu'il va craquer comme l'autre. Donc, roman d'initiation et de formation. Démien est l'un des chefs-d'œuvre de ce genre littéraire. Comment l'homme peut-il échapper au monde des miroirs et parvenir à être lui-même? Démien, au nom proche du daimon grec, la voix intérieure, enseigne au jeune Émile Sinclair à ne pas suivre l'exemple de ses parents, à se révolter pour se trouver, à traverser le chaos pour mériter l'accomplissement de sa destinée propre. Au bout de ce chemin où le divin et le démoniaque se mêlent, la crainte d'être un exilé, un séparé, un étranger est annihilée. Il n'est pas d'autre mesure à l'humain que la liberté. Je pense que ça va être très poétique, très philosophique, mais j'ai envie de le découvrir quand même, et je pense que ça va être assez compliqué, complexe à lire. Donc on est allemand en 1877, un petit peu de Hermann Hesse, naturalisé suisse en 1923. Hermann Hesse, prix Nobel de littérature en 1946, exerça plusieurs métiers avant de se consacrer à l'écriture. Voyageur, poète, romancier, il cherchera dans la psychologie et les sagesses de l'Orient une spiritualité nouvelle. Il mourut au Tessin en 1962. Voilà, vous voyez, donc ça va être quelque chose que je viens de vous dire. Ensuite, Marc Auger, Où est passé l'avenir? Ça m'avait interpellée aux éditions Point, ce sont des essais. Et Marc Auger aussi, ça me parle, mais je n'ai jamais lu et j'ai envie de le découvrir. Et comme ce sont les essais, et ben c'est bien blindé, donc c'est très... comment vous dire, c'est très condensé, c'est très dense aussi. Nous sommes ici pas loin de 150 pages, un peu moins. Donc, depuis quelques siècles, le temps était porteur d'espérance. On attendait ainsi de l'avenir apaisement, évolution, maturation, progrès, croissance, révolution. Ce n'est plus le cas. L'avenir a pratiquement disparu. Un présent immobile s'est abattu sur le monde, défaisant l'horizon de l'histoire comme les repères des générations. D'où provient cette éclipse? Pourquoi l'avenir s'est-il évanoui? Dans les consciences individuelles comme dans les représentations collectives? Existe-t-il des remèdes, des issues de secours? Pour répondre, Marc Auger scrute avec précision et clarté les dimensions multiples de la mondialisation, notamment ses aspects politiques, scientifiques, symboliques. Il indique les causes de notre crise, de la temporalité et propose une solution d'espoir. Ça va être intéressant. Voilà, à découvrir. Et puis, j'ai encore 3 petits livres, donc je vais vous parler de celui-ci d'abord. Claude-André Berthe, Le mystère de la dune. Je connais absolument pas, mais ce qui m'a donné envie, c'est ce beau livre, ce bel intérieur, est vraiment magnifique. Il n'est pas si vieux que ça, mais il fait vraiment très très vieux. Il date de 1968 aux éditions Talendier.
Je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'attire beaucoup. Vous savez, quand vous prenez quelque chose dans les mains, vous dites, vous n'avez pas envie de le lâcher. Bah, c'est bien le cas. Je sais pas, j'ai trop envie de le feuilleter, de le toucher, ce bouquin. Il y a quelque chose entre lui et moi. Donc, je vous lirai tout de suite la 4e de couverture, puisqu'il n'y en a pas. Je vais trouver sur Internet. Le mystère de la dune. Le mystère de la dune. Claude André Berthe. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est la littérature sentimentale. Ça a l'air intéressant. C'est un livre rare en plus. Et que je trouve absolument pas de résumé. Ah, il n'y a pas de résumé du tout. Écoutez, c'est un roman sentimental. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Et puis 2 livres plutôt, on va dire, jeunesse, hein, puisque c'est des histoires grands-saintes et des histoires pour rire et sourire, donc l'école des loisirs. Hein. Et là, on a l'alphabet russe hein, que vous avez sur l'image. Hein. Ce sont des lettres russes cyrilliques. Donc ici, nous avons Anton Tchekhov et Anton Tchekhov. Donc Anton Tchekhov, si vous voulez, en russe. Pareil, on pourrait le lire ensemble. Donc chacun des livres, il est composé une centaine de pages, pas plus. Enfin, si, un peu plus, 120 et 100. Donc ici, c'est un livre, on dirait plutôt relié. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque là, la couverture, là, elle bouge. Hein. Ben, la couverture, elle s'est décollée, en tout cas. Je ne sais pas. On dirait relié à la fois collé, je ne sais pas. Donc là, vous allez trouver des images comme ceci. Avec des textes, avec le texte. Donc ici, histoire grand-sainte. Saviez-vous que les huîtres sont vivantes quand on les mange? Oui, je l'ai découvert d'ailleurs quand je les ai mangées la première fois. Connaissez-vous les horreurs de l'hôpital? Qui du loup ou du chasseur est le plus carnassier? Peut-on être lâche au point de laisser une pauvre femme se perdre dans la nuit d'hiver? Vous êtes-vous demandé quelle détresse accable le vieux comédien abandonné dans son théâtre désert? Et si vous trouviez un cercueil dans votre chambre? Toutes ces questions ont leur réponse dans ces histoires grand-saintes de Tchekhov. Ajoutons-y un cosaque mourant de faim, un instituteur consciencieux jusqu'à l'issue fatale, une petite bonne d'enfants martyrisés, et nous aurons une série de récits d'une férocité et d'une cruauté à faire frémir d'humour noir. Et donc celui-ci, c'est une histoire pour rire et sourire. Je pense que ça va être un peu moins glauque. La Russie à la fin du 19e siècle. Tchekhov écrit des dizaines de contes et nouvelles inspirées de la vie quotidienne. Dans ce recueil, nous avons privilégié les nouvelles humoristiques. On y trouvera le grotesque, la méchanceté, la bêtise, le ridicule, la vanité, la jalousie, la roublardise ou la ruse, bref, un condensé de l'âme humaine, tempéré cependant par une certaine tendresse. Un portefeuille, un miroir, des bottes, des objets tout simples et qui pourtant sont prétexte à des petites comédies savoureuses. Celui-ci va me plaire, je pense. Tchekhov, connu comme un des plus grands dramaturges de tous les temps, a su aussi mettre en scène dans ses nouvelles des personnages pour rire et sourire qui restent aujourd'hui encore étonnamment authentiques. Voilà, c'était tout. On a fini en beauté avec des livres plutôt, on va dire, gays, plus gays que ceux que je vous ai présentés au départ. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ces futures lectures. Est-ce que vous connaissez ces auteurs, ces bouquins? Est-ce que vous avez lu déjà quelque chose? Vous pouvez m'en parler, nous en parler en commentaire. Voilà, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Dites-moi si vous aimez cette rubrique de Free Books. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Je vais manger, enfin, j'ai rien mangé.